Salut, bienvenue dans cette deuxième partie du jeu du saladier. On vous rappelle le concept, on va tirer des mots au hasard et parler des premiers films auxquels ils nous font penser. On va encore digresser beaucoup, s'amuser pas mal et explorer de manière aléatoire nos souvenirs de cinéphiles. Clairement, à chaque mot, on oublie certainement des refs évidentes que vous allez vous faire un plaisir de nous rappeler en commentaire. Le but, c'est comme d'habitude avec Calmos, de s'amuser avec le cinéma et de donner envie de découvrir des films. Sur ce, bon épisode. Bonjour et bienvenue dans Calmos, le podcast. On se retrouve à nouveau avec JB. En fait, on fait tout simplement la partie 2. Alors, vous avez remarqué, non, c'est un autre jour, vous avez remarqué, on s'habille pareil, on est des gros dégueulasses. En fait. On n'a pas changé de slip et de vêtements, et on s'est revus dans les mêmes conditions. Ça fait 3 semaines qu'on est comme ça. L'odeur, on va pas vous le cacher, assez présente. Mais on va repartir, on va tirer des mots, on va parler de films comme sur le premier épisode. Je crois que ça vous a plutôt plu, et c'est cool. C'est à qui de démarrer, du coup sur et c'est à toi. Et c'est à toi de commencer. Ok, et c'est parti. Le mot ceinture. Oh. Ceinture. Une Alors, ceinture. moi, je pense à Brown Bunny. Ah ouais. Ah oui. La fameuse scène. Et la fameuse scène de fellation avec Gallo. et Chloé Sevigny. Chloé Sevigny. Ah oui, non, je confonds. Donc qui serait non simulé, mais ça. Non, je confonds avec Buffalo 66. Okay. Ouais. Qui serait non simulé, mais ça n'a jamais été complètement. Moi, j'avais lu que c'était confirmé. pas simulé. Ouais, Oui, ouais. je sais pas. J'ai pas d'avis sur ça. Si c'est simulé, en fait, il c'est défait une sa prothèse ceinture. très bien faite. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une chanson d'Élodie Frégé, je crois. Ouais, qui s'appelle La Ceinture. La ceinture qui est sur la fellation, en fait. C'est en dessous de la ceinture. Mais moi, le premier. Toi, c'est souvent des fellations qui viennent à l'esprit d'ailleurs. Des cigares dans le vagin, des fellations. Bah, non, c'est pas des fellations d'ailleurs. C'est ce qui fait tourner le monde. C'est sexuel. Oui, exactement. Non, moi, la première scène qui est venue en tête, c'est cette scène qui a été tellement parodiée dans l'histoire de Rambo qui se prépare pour le combat. En gros, il met son bandeau, il met sa ceinture, il accroche son truc. Donc, il y a une ceinture avec tous ses guns, ses trucs et tout machin. Mais c'est aussi dans Commando, ça, non? Il me semble que c'est aussi dans Commando. Oui, ouais. Les scènes de Gear Up. Ouais. Gear Up, c'est ça. Gear Up. Alors moi, la ceinture, je pense à un film où je pense que c'est pas une ceinture en fait, mais je pense au Ruban blanc de Haneke, où en fait c'est des enfants qui sont maltraités par leurs parents et donc du coup, à un moment donné, il y a une scène de châtiment un peu hardcore. Alors je sais plus si c'est avec une ceinture ou si c'est avec un bâton ou des trucs comme ça. Ou un martinet. Vous avez connu le concept de martinet? Ah oui, mon grand-père en avait un, j'ai reçu des coups. C'est fou ça. Ouais. Et ça fait mal. Hein. C'est l'info que je vous donne. C'est fait pour. C'est fait, c'est vraiment fait pour. Les gens étaient. Mais le mien était sympa parce qu'il était coloré. Ah, c'est Martinet Festival. Il y avait des lanières rouges, jaunes, vertes. Ils avaient été plutôt sympas sur ce coup-là. D'accord. Non, moi, la ceinture, en fait, quand je pense à la ceinture au cinéma, je pense surtout aux scènes de drogue. Requiem for a Dream. La ceinture est utilisée pour faire un garrot. Et récemment, vous voyez, je suis allé voir, justement, dans le premier épisode, je parlais de sauter. Récemment, je suis allé voir Un mauvais fils au Shampoo, il y a 2 semaines, là, parce qu'il y a une rétrospective sauté au Shampoo. Avec 2 verres. Et il y a une scène où, d'ailleurs, je crois que c'est Brigitte Fossé qui joue dans le film, si je dis pas de bêtises. C'est elle, ouais. Une scène où Brigitte Fossé se drogue, et ils utilisent une ceinture, il me semble, hein, pour se droguer. Avec de l'héroïne. Mais oui. En tout cas, je vois bien ce genre d'image. Oui. La ceinture est souvent utilisée. Sur le châtiment, et alors je suis pas sûr qu'il y ait l'image, mais ça me fait penser à l'enfance nue de Piala. Ah oui, possible. Et il me semble qu'il y a une histoire de ceinture, mais j'en suis pas du tout sûr. Ouais, il y a des ceintures. C'est pas évident parce que pour que la ceinture ait un impact suffisant pour qu'on s'en souvienne, il faut vraiment qu'il soit utilisé pas comme une ceinture. J'ai aussi l'image d'une ceinture, mais alors je sais pas dans quel film c'est. D'une ceinture en fait en corde, quelqu'un qui a un pantalon un peu mais je sais pas quel film c'est. J'ai l'image qui est dans mon cerveau. Pocahontas ou mais non, en fait de manière un peu plus je pense un peu à Hook, mais ça doit pas être ça. Mais en fait j'ai cette image un peu en grosse corde, grosse ficelle jaune là, enfin marron. On parlait des ceintures pour se droguer. Il y a aussi les ceintures pour stopper l'hémorragie. Ouais. Ça a dû souvent arriver. Ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais pareil, j'aurais pas de. Alors si, autre type de ceinture, Rocky. La ceinture du titre, bien sûr. La grosse ceinture. Ouais. Évidemment. C'est dans quel film où une ceinture comme ça de catch ou de boxe est déchirée par un. C'est pas Hulk Hogan dans Gremlins 2 Déchirée. Il arrive à la casser en deux. C'est trop fort. Je crois que c'est Hulk Hogan dans Gremlins 2, mais je suis pas sûr. Je me rappelais même pas. J'ai vu Gremlins 2, mais je me rappelais pas qu'il y avait Hulk Hogan dedans.
Mais en fait, c'est Hulk Hogan. En fait, il y a cette scène qui est très méta, j'aurais adoré la vivre en salle. Mais il y a ce moment où, en fait, dans Gremlins 2, la pellicule se détériore et puis se brûle un peu. Et en fait, ce sont les Gremlins qui font n'importe quoi dans la salle de projo. Ah oui. Et ça devient un peu méta et le film, en fait, on rentre dans le film. Ah oui, et il voit un film avec Hulk Hogan. Et en fait, il y a Hulk Hogan qui... Je crois que c'est une autre scène, Hulk Hogan dit arrêtez de faire du bruit dans la salle ou un truc comme ça. Et en fait, je pense à ceux qui ont vécu cette scène au cinéma et qui ont dû vraiment croire que la pellicule avait brûlé, comprenant très vite qu'avec les ondes des Gremlins, que c'était Joden qui s'était amusé à faire ça. Mais je trouvais ça génial. Vous avez déjà eu des expériences de bugs ou de trucs anormaux au cinéma, Ouais. Moi, j'ai déjà eu, je me souviens je crois que c'était si j'ai pas bêtise, c'était le remake de Maniac avec Elijah Wood. Et en gros, pendant 20 minutes, les lumières du cinéma s'étaient allumées. On avait vu le film avec la lumière allumée. C'était vraiment désagréable. Et en plus, personne n'a envie de se lever parce que tu rates le film, quoi. Tu vois. Ouais. Donc personne n'ose se lever pour le dire. Et donc tu regardes ça en te disant, bientôt il va s'en rendre compte, il va éteindre la lumière. Ouais, ça arrive souvent des problèmes comme ça de son. J'avais eu ça. En fait, personne n'ose dire des trucs, donc tu te retrouves pendant 10 minutes à subir le film jusqu'à ce que quelqu'un se dévoue pour faire un truc. J'avais eu Last Action Hero qui était ressorti au Grand Action en pellicule. Ouais. Et il y avait 5-10 minutes qui étaient floues. Ah. Il n'y avait pas le point. J'ai déjà eu l'absence de son et j'avais été la personne qui se dévoue pour. Tu t'es senti un peu héroïque comme ça parce que j'étais. Les rares fois où j'ai fait ça, franchement, je me sentais bien. Quoi. Mais ce qui était d'autant plus drôle avec Last Action Hero, c'est qu'il y a une scène dans le film où justement. C'est méta, un peu. Ouais, justement, le mec ne fait pas le point sur le film et donc c'était marrant que ça arrive pour Last Action Hero. Ah. Et alors moi c'est un truc et du coup ça date à l'époque où c'était encore en pellicule. C'est sur Kill Bill 2. Kill Bill 2 ou Kill Bill ? Non, le premier Kill Bill. Le premier Kill Bill, pour moi, ça a été vraiment un film très important pour moi, qui a un peu déclenché pas mon amour du cinéma, mais le fait de dire j'ai envie de faire ma vie autour du cinéma, quoi. Ça a vraiment été un film déclencheur sur ça. Et du coup, c'est un des premiers films que je suis allé voir plusieurs fois au cinéma. Et une des projections, et ça, je l'ai jamais revu depuis, 2 bobines de la fin du film ont été échangées, interverties. Ah ouais ? Donc en fait, il y avait un moment, une sorte de saut dans le temps trop bizarre, qui en plus est un peu perturbant pour des gens qui voyaient le film pour la première fois, parce que Tarantino peut faire ce genre de truc. D'ailleurs, il fait dans Boulevard de la Mort, il y a un moment, il y a une bobine qui passe en noir et blanc. Enfin, il peut faire des sortes de. Ouais. Et puis dans Pulp Fiction, c'est pas dans l'ordre. Donc ouais, tu voilà. peux te dire, et même dans Kill Bill, d'ailleurs, il y a aussi ce genre. Oui. Quel est le film que vous avez le plus vu au cinéma dans votre vie ? Eh ben moi, c'est aussi Tarantino, c'est Boulevard de la Mort. Je l'ai vu 7 fois au cinéma. 7 fois ? Ouais. Waouh. Ah aussi, le plus vu au cinéma. Ouais. Au cinéma. Ah ouais, alors ouais. Alors c'est un film, en fait, donc comme je disais, comme Tarantino a vraiment été une sorte de vecteur, parce qu'en plus, à travers ses interviews, je découvrais d'autres films. Et en plus, comme il a ce côté très œcuménique du cinéma, il peut même s'intéresser à Romer ou machin. Ça m'a fait rentrer dans plein de trucs différents. Et j'avais ce truc de après Kill Bill d'attendre énormément son film suivant. Et j'avais lu la news qu'il bossait depuis des années sur le projet d'Inglourious Basterds, qui me paraissait un projet génial. J'attendais trop ce film. Et en fait, le scénario a leaké sur Internet. Et j'avais fait l'erreur que je regrette sûrement encore aujourd'hui d'avoir lu le scénario avant. Donc, ce qui m'a un peu gâché le film. Et je pense qu'aujourd'hui encore, c'est le film que j'aime le moins de Tarantino. Et en fait, j'étais allé, parce que j'attendais Inglourious Basterds, j'étais allé découvrir Boulevard de la Mort un peu à reculons, en me disant mais pourquoi il fait ce projet à la con avec Robert Rodriguez dont je déteste les films, fais ton super truc dont tu parles depuis des années. Et en fait j'ai tellement aimé, en comparaison du fait que je m'attendais à un truc pas terrible, que j'y suis retourné plein de fois. Pour moi c'est vraiment un film, c'est une sorte de plaisir, et même lui il le renie un peu, mais c'est un plaisir pur de cinéma. J'avais ressenti plus de plaisir sur justement celui de Rodriguez qui est beaucoup plus fun. Qui est complètement autre chose, quoi. Ouais. Mais j'adore Boulevard de la Mort, c'est trop bien. Mais voilà. Et toi, c'est ton record, ça, c'est quoi ? Moi, je crois que mon record, c'est Whiplash, que j'ai vu 4 fois au cinéma. Mais en fait, c'était pas comme toi, l'idée de se dire, j'ai retourné plusieurs fois seul pour le voir. C'est juste que c'est un truc de circonstance où, je sais pas, mettons, je suis invité pour aller voir le film, donc j'y vais. Après, je dis à ma meuf, faut trop que tu le vois, faut qu'on y aille. Donc là, j'y retourne. Après, je dis à un pote, t'as pas vu Whiplash? Attends, faut y aller. Et en fait, t'accompagnes les gens plus que en fait, j'y suis toujours là avec d'autres gens pour les encourager à voir le film, ce qui fait que moi, je regardais 4 fois. Ça me l'a fait aussi plus récemment pour Top Gun Maverick. Où en gros, Top Gun Maverick, ce que j'ai aimé avec ce film, c'est qu'il y avait vraiment un truc c'est l'après-Covid.
on attendait le gros film qui allait un peu relancer la fréquentation en salle. Ouais. Et puis j'ai tellement aimé Top Gun Maverick parce que c'était d'une simplicité follement efficace. T'aimais beaucoup le premier ou pas tant que ça? Bof, pas tant, ouais, okay. en plus, tu vois. Ouais. Genre, c'était pas vraiment un film d'enfance, Top Gun. Ouais. Et je l'ai trouvé tellement efficace, tellement bien, que pareil, je l'ai vu avec un pote, puis après j'ai emmené un autre pote, puis après j'ai emmené ma meuf. Et en fait, c'est souvent comme ça que je vois, genre 3-4 fois un film au ciné. Ouais. C'est que j'encourage les gens à aller le voir. Mais ouais, et puis tu sais, quand t'es petit, tu vois, j'aurais aimé répondre, je sais pas, les films d'enfance, genre Titanic, Jurassic Park, mais en fait, c'est moins évident quand t'as ces âges-là parce que t'as pas l'argent pour aller plusieurs fois le voir au cinéma. En plus, avec tes parents. Titanic à l'époque, pour le voir plusieurs fois, même si plein de gens l'ont vu plusieurs fois, mais c'était un projet parce qu'en plus, toutes les séances étaient complètes. Mais moi, je me souviens que dans mon collège, à l'époque, il y avait une sorte de concours entre les meufs à qui aurait vu Titanic le plus de fois parce que c'était à fond dans DiCaprio. Et j'ai vraiment ce souvenir très ancré d'une meuf qui avait dit, bah moi, avec ma pote, une meuf qui s'appelait Charlène, je me rappelle. Charlène Dosmont. Et qui avait dit, avec Myriam Imoula, voilà, j'ai les noms, Myriam Imoula et Charlène Dosmont, elles étaient allées voir genre 8 fois Titanic parce que DiCaprio, elles en étaient folles, quoi. C'est pour ça, les 17 millions d'entrées, en fait. Bah oui, voilà. C'est que des gens qui ont revu. Mais en plus, il y a de ça, je suis sûr. Tu vois. Toi, c'est quoi, toi? Moi, en fait, c'est rare que je revoie un film. Donc, je pense que le score le plus élevé, doit être 2. Ouais. Et ça concerne plein de films. Et c'est surtout des films que j'ai dû voir en. Mais donc, t'inclus la télévision. Presse. T'inclus le fait de le voir à la télé. Chez toi? Non. Ah non, là, tu parles que du cinéma. D'accord, ok. Bah, récemment, Alter Ego, du coup, que t'es retourné. Ouais, voilà, des films que je vois en avant-première ou en projection presse et que j'aime beaucoup et que j'ai envie de revoir dans une salle avec des gens. Okay. Mais après, c'est rare que je revois les films. The Square, je l'ai vu 2 fois. Aussi parce que c'est un film, c'est important de le voir en salle. Notamment pour à une époque, j'ai fait pas mal de 3 fois. Mais en fait, à une époque, 3 fois, mais d'affilée, du coup, genre, assez intervalle d'une semaine. Ou alors, en fait, effectivement, ça revient à l'époque où j'allais, en fait, je vais beaucoup moins au cinéma, ces dernières années, mais l'époque où j'y allais beaucoup, typiquement, je pouvais voir une fois en avant-première ou en prolo-presse, une fois avec quelqu'un, et puis une autre fois, Pourquoi tu y vas moins? Parce qu'en fait, déjà ma fille. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours la carte UGC et d'ailleurs, c'est une honte parce que je l'utilise pratiquement jamais. Ouais. Donc, je paye 20 € dans le vent. Mais en fait, il y a une époque où pendant très longtemps, je me faisais des marathons ciné. Ouais. Où les journées où j'avais du temps libre, j'allais voir 2 films, voire 3 films. 3 films, c'était un peu chronophage. C'était compliqué en plus d'ingérer toutes ces émotions et tout avec 3 films. Mais souvent, je faisais des marathons de 2-3 films dans la journée. J'allais voir tous les films au ciné et depuis que j'ai mon fils, j'y vais moins. Depuis qu'il n'y a plus les cinémas sur les champs parce que j'habite à côté, j'y vais moins aussi. Ouais. Mais c'est ça aussi, il y a tellement de films à voir que j'ai pas encore vu que plutôt que de revoir 3 fois un film que j'ai vu, exactement comme toi. J'ai envie de découvrir d'autres trucs, quoi. Et même à la télé, en fait, je préfère voir un film que j'ai pas encore vu. Ça, maintenant, j'ai ça effectivement sur les films que je vois chez moi. Mais en même temps, je regrette un peu ça parce que souvent, je me dis, c'est tellement plus garanti. J'aurais mieux fait de revoir de revoir un film que j'adore, en fait. Et donc là, depuis quelque temps, je me redis, attends, en fait, c'est bien. Par exemple, hier, alors il y a aussi un petit biais professionnel entre guillemets parce que je voudrais qu'on fasse un short dessus. Mais j'ai revu À bout de course de Sidney Lumet. Qui est un grand film. Qui est un film magnifique. Enfin, dans mon souvenir, je l'avais vu qu'une seule fois et qui avait été un choc à l'époque. Je l'ai revu hier, j'ai fini en larmes. Enfin, t'as aimé, okay. J'adore. Et je suis trop content de l'avoir vu, même si je l'avais déjà vu, quoi. Ça m'a refait un truc. Et en fait, j'avais repensé, parce qu'il y a des sujets similaires avec Une bataille après l'autre. Donc, et en fait, en voyant Une bataille après l'autre, ça m'avait fait penser à Bout de course, mais ça faisait des années que je l'avais pas vu. Et là, c'était cool de me replonger dedans. Même c'est très différent, en fait, dans la forme et dans l'approche. Mais par contre, la thématique du rapport à la filiation et au militantisme et à l'activisme c'est similaire. Mais c'est marrant parce que je sais plus c'est dans quel podcast on m'a dit c'est quoi tes scènes de cinéma préférées, et puis c'est très très dur de répondre à ce genre de questions, mais parfois tu as des flashs de scènes comme ça qui te reviennent, et la scène où en famille comme ça ils se mettent tous à danser autour de la table. Cette chanson en fait ça m'est revenu en flash comme une des meilleures scènes que j'ai aimées dans ma vie, quoi. C'est fantastique. Ouais. C'est vraiment C'est à qui de tirer? C'est à toi, je crois. C'est à moi? Ouais. Eh bien, je vais prendre celui-là. Et ça va être intéressant là. Parce qu'à mon avis, on va pas avoir de difficulté à citer. Je l'ai pas montré d'ailleurs. C'est Le Désert. Oh. Le Désert. Donc moi, c'est Lawrence of Arabia qui me revient en tête. Okay. Lawrence d'Arabie qui me revient directement en tête pour un premier film. Ça, c'est sûr. Moi, Indiana Jones. Première image honnête, c'est Tatooine, c'est Star Wars.
Alors moi, c'est Les Cadors de Jérémy Ferrari. Ça m'a traumatisé, ce film. Moi, j'ai Le Boulet avec José Garcia. Oui. Les scènes de désert. Oui, c'est vrai. Du désert. Après, là, on est sur du désert de sable, mais oui, il peut y avoir du désert comme, enfin, c'est un peu du sable aussi, mais Guéry de Gus Van Sant. Ouais. C'est du désert, ça? Oui, c'est du désert. C'est vide, en tout cas. On dirait des plaques tectoniques, enfin des trucs un peu asséchés. C'est de la terre, ouais. C'est de la terre séchée, mais c'est quoi un désert, en fait? Ouais, c'est quoi un désert? Pour moi, c'est un truc où il y a rien. Pour moi, c'est le désert du Sahara. Ah oui, non, ça peut être, je pense que ça peut être un désert, juste un no man's land avec là, du coup, c'est large, alors, du coup. Et il y a les déserts glacés, ça compte aussi? Alors, est-ce que l'Antarctique, c'est un désert ou pas? Je sais pas. C'est désert, en tout cas, il n'y a personne. Mais oui, pour les déserts de sable. Comment ne pas avoir cité Dune? Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai pas trop aimé celui de Villeneuve et celui de Lynch, je l'ai pas vu, mais ça a l'air super. Je vais vous faire une confidence. J'ai bien aimé les Dunes de Villeneuve parce qu'il y a quand même un truc très grand spectacle. Et moi, c'est toujours un truc qui me plaît au cinéma. Mais j'ai du mal à entrer dans l'univers de Dune. En fait, moi, le problème que j'ai avec ce film-là en particulier, je comprends rien aussi. C'est qu'en fait, on est censé être dans une planète où il fait genre 60 degrés, et je ressens à aucun moment qu'il fait chaud. Enfin, j'ai l'impression que ça pourrait être n'importe où. Parce qu'ils ont toujours des grosses combinaisons. Oui, en fait, ça pourrait être n'importe où, en fait. Donc, je me sens pas du tout projeté sur une autre planète, dans un autre univers. Je tente presque paradoxalement par rapport à ce que tu dis, je préférerais être vraiment dépaysé et tout. Et je vois pas, enfin, je me sens pas ailleurs et les personnages m'intéressent pas trop. En fait, surtout, je trouve qu'il y a trop de noms, trop de familles. Les noms de familles sont compliqués. Ah oui, c'est compliqué. Et au bout d'un moment, t'es là, genre, attends, c'est qui lui déjà? Tu sais, quand t'es pas vraiment. Il paraît que le bouquin est vraiment génial. Mais pareil, je crois, le bouquin, faut être très rigoureux. Il faut se plonger dedans, c'est un pavé. La SF, plus il y a littérature, c'est dur, ouais. Moi, j'ai des gros problèmes avec Villeneuve. Donc moi, j'adhère pas du tout à son cinéma. Et du coup, j'ai vu que le premier. Et j'ai l'impression d'avoir vu l'intro d'un film, enfin, que le film se termine au moment où ça devrait commencer, presque. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Villeneuve. Je trouve que les gens sont durs avec lui, en fait. Ouais, ça dépend des films. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte, sur Internet, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu de hate sur Villeneuve en mode, comme si, alors évidemment, je ne suis pas toi, hein, mais comme si ça faisait un peu bien de dire, Denis Villeneuve, j'aime pas, moi, tu vois. Ouais, mais alors moi, mon rapport avec Villeneuve, le premier film que j'ai vu de lui, c'est Prisoners, que j'avais vu à une avant-première, où il y avait même un Q&A avec lui derrière. Moi, j'ai adoré Prisoners. Je trouve que c'est un grand thriller. Et moi, mais en fait, c'est fou, c'est là que je sens que j'ai pas le pif. Parce que derrière, il a une carrière de fou. Et je te jure. Tu t'es dit, il fera jamais rien, ce gars. Je me souviens, on bossait déjà ensemble avec Hugo dans notre boîte précédente à Vodcaster. Et je sais plus si t'étais on avait fait un déj d'équipe le lendemain. Et je vous avais raconté tout le film. J'étais là, et moi, vraiment, dans mon esprit, je racontais, mais le pire des nanars que j'avais vu la veille. En disant, ça ne tient pas route. Alors, bon, moi, j'ai des soucis avec Paul Dano, déjà, que je trouve vraiment pas bon. T'es vraiment un soldat de Tarantino. Ouais, alors, c'était avant, en fait, je m'éloigne de Tarantino et de ses prises de parole récemment. Mais par contre, je suis d'accord avec lui sur Paul Dano. Et, d'ailleurs, c'est un peu dans le désert, vers Will Be Blood. Une sorte de désert. Oui, désert. Et notamment, et le problème que j'ai souvent, pour argumenter les soucis que j'ai avec Denis Villeneuve, c'est que je me souviens pas bien de ses films. C'est-à-dire que, du coup, quand je viens de le voir, j'ai tous les arguments. Mais après, depuis que je m'en suis éloigné, j'ai du mal à avoir les arguments. C'est ça que t'as des arguments pour dire que c'est de la merde, en fait. Ouais. C'est pas. Et par exemple, moi, c'est juste, il y a certains films, ça m'intéresse pas et j'en retiens rien. Dans Prisoners, il me semble qu'il y a un énorme problème de mise en scène. Je crois qu'il y a une sorte de révélation qui passe parce que une petite fille a vu à un moment, je sais pas si t'as bien le film en tête. Je l'ai vu une fois au cinéma. Ouais, mais je me souviens que j'avais adoré. Et il y a un truc où il y a une sorte de témoignage de la petite fille, alors que la mise en scène, mais j'ai peur de me tromper, c'est peut-être pas ça exactement ce qui se passe, c'est peut-être pas ça exactement le problème, mais dans mon souvenir, il y a un truc où en gros, on a une sorte de basculement qui repose sur le témoignage d'une petite fille, alors qu'on nous a montré qu'elle n'a pas pu voir ce qu'elle raconte. Ah oui. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Alors il y a un truc qui tient pas là. Je vois ce que tu veux dire parce que j'ai ça avec Premier Contact. C'est vrai, je me souviens pas de tout. Je me souviens que le début est super avec ces extraterrestres qui sont très particuliers et tout le propos sur la langue, etc., le langage. Et je me souviens pas du contenu, mais je me souviens que le twist fonctionne pas du tout. Enfin, en fait, c'est mal écrit et que ça marche pas et que ça fout du coup tout en l'air, ce qui a été installé dans le film, parce que ça converge vers un twist qui fonctionne pas. Et ça m'avait saoulé Premier Contact parce que j'en suis sorti en me disant, mais
ça marche pas en fait. Et j'ai un autre exemple dans Blade Runner 2049, mais là, encore une fois, je me rends bien compte qu'en disant ça, je passe pour un hater de fou. C'est qu'il y a une scène, il me semble, où à un moment, ils vont voir un vieux gars qui fouille dans un livre, et il y a quelque chose de caché dans le livre, genre, je sais plus ce que c'est exactement. Et encore une fois, j'ai ce problème de, comme je me rappelle pas bien, j'explique mal, mais je sais plus, il doit y avoir genre une enveloppe cachée dans le bouquin ou un truc comme ça. Et en fait, il fait le truc de feuilleter le bouquin un peu dans tous les sens, jusqu'à un moment à revenir sur la page et trouver le truc. Je pense que j'explique super mal et que je me souviens mal. Mais que, en gros, le grief que j'ai avec ça, c'est que en fait, ça n'a pas de sens, c'est que si il y avait une enveloppe ou un papier, ça bloquerait la page. C'est-à-dire que, en fait, dès que tu commences à feuilleter, tu tomberais forcément sur cette page. C'est très technique, là. Oui, mais attends. et du coup. Là, t'es vraiment un vrai hater, parce que là, c'est vraiment. Ouais, tu vois. Mais du coup, le sentiment que j'ai, c'est qu'en fait, il utilise l'image générique cliché de quand on feuillette dans un livre, et il enchaîne avec sa séquence. Et du coup, j'ai l'impression, et pour moi, c'est symptomatique de choses qu'il fait dans ses films, c'est qu'il utilise des clichés visuels, il va faire souvent des choses qui ressemblent à des moodboards ou à des trucs, des captations esthétiques, effectivement, qui correspondent à des choses qu'on a vues, mais sans que profondément le sens de ce qu'il filme soit pensé, quoi. Et j'ai ce sentiment avec son cinéma. Écoute, moi j'aime le cinéma de Villeneuve parce que je trouve que esthétiquement, déjà il a une patte. J'ai le sentiment que quand on regarde des films de Villeneuve, on sait que c'est lui qui les a réalisés, et ça c'est toujours une prouesse. Et je trouve qu'il a amené aussi de la profondeur dans ses images, de la grandeur. Il y a toujours ces trucs un peu avec des plans très profonds, très larges, etc. que moi j'aime beaucoup. On peut aussi attribuer à Roger Deakins, en fait. Oui, bien sûr. Mais après, il s'est entouré également. Mais oui. Et donc voilà. Et puis surtout, je trouve que c'est un cinéma ambitieux, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a de moins en moins de cinéma ambitieux aujourd'hui, et c'est toujours intéressant d'en voir. Vraiment, je comprends pas trop. Moi, même Ennemi, j'avais plutôt bien aimé. Ça, j'ai pas vu. Ça, je l'ai vu il y a pas longtemps, et effectivement, moi, je suis pas très branché Villeneuve, mais j'aime bien quand il est minimaliste aussi. Quand c'est une histoire vraiment très simple, et juste des sensations. Sicario, c'est lui, non? Oui. Parce que ce qui paraît, c'est super, je l'ai pas vu, mais ce qui paraît, Sicario est super. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Et tu l'aimes bien, Villeneuve? Il y a un film vraiment bien que j'ai beaucoup aimé de lui, c'est Polytechnique. Ah, c'est super. Qui, je crois, est son premier film. C'est un film en noir et blanc sur la tuerie masculiniste. Qui est une histoire, Ah oui. Voilà, et Incendie aussi, l'université de Montréal. Je sais plus, c'est Lucam au Québec, en tout cas. Ouais. C'est un des premiers films qu'on m'a montré quand je suis arrivé à Montréal, parce que j'ai vécu à Montréal. Bienvenue au pays. Non, mais en fait, je bossais dans ce vidéoclub et j'aurais dit, bon, bah voilà, j'ai un vrai retard sur les films québécois. Ouais. Et on m'avait montré plusieurs films comme ça qui comptent. Et puis un type m'avait dit, bah faut que tu vois Polytechnique, et je l'avais regardé, je me souviens, c'était vraiment badant, quoi. En fait Polytechnique, pour vous dire, d'ailleurs, je sais pas si c'est avant Elephant, mais c'est Elephant avant Elephant quelque part. Et avec l'angle masculiniste, c'est-à-dire c'est un homme qui veut tuer les femmes parce qu'elles sont des femmes. Okay. C'est un film en francophone, non, du coup? Oui. Ouais. Et et Incendie, en fait, maintenant que tu me le dis, je pense que j'avais vu Incendie avant Prisoners. Ouais. Et Incendie, j'ai trouvé ça à la fois bien, à la fois il y a ce twist absolument... Je l'ai pas vu. Moi, il y a le terme crapoteux qui me vient, mais... D'accord. Bah, c'est vraiment quelque chose d'horrible, quoi. Enfin, l'histoire, elle est horrible. Okay. Mais pour le coup, mais après, ça ressemble pas trop à ces autres films. Enfin, en fait, ça se passe au Moyen-Orient, d'ailleurs, dans un pays imaginaire, je crois. Enfin, D'ailleurs, c'est une pièce de théâtre à succès, Incendie. Comment elle s'appelle? Et je crois que ça s'appelait Incendie Yasmina aussi. Reza. Ah oui, voilà. C'est ça. Et ça s'appelait aussi Incendie, la pièce de théâtre. Et j'ai peur de dire une connerie. C'est Yasmina. T'es sûr que c'est Yasmina Reza? Non. J'ai pas envie de dire de conneries. Peut-être je dis une connerie. C'est pas du tout. Je suis pas dans ta connerie. On coupera. Mais non, mais en fait, il y a parce que tout à l'heure t'as utilisé le terme, et je sais que c'est un terme. T'as pas dit ça, mais t'as utilisé le terme. En fait, moi, j'ai du mal avec les gens qui disent bon, ce film c'est de la merde. Oui. Et donc, il y a un peu un truc de tout n'est pas totalement de la merde à chaque fois. Il y a forcément quelque chose à retirer de bien. Et même si c'est de la merde, utilise ton énergie à parler des films que t'as aimés plutôt que d'utiliser ton énergie à parler des films que tu n'aimes pas, juste pour faire des vues et des likes. Quoi, et ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu gêné. C'est notre ligne. En général, on parle pas des. Enfin, ça peut nous arriver en glissant là dans le podcast, mais effectivement, on va pas faire des vidéos sur un film. Moi, j'ai pas en mémoire, par exemple, des films. Parce qu'il y a des mecs qui sont là, genre, je hais ce film. Comment on peut haïr un film? C'est une bonne question. Toi, il n'y a pas de film que tu Non, il y a pas de film que je déteste. Il n'y a pas de film où je me dis, ça m'a mis en colère, ou alors je déteste ce film et tout. Si un film ne me touche pas, moi, je suis vraiment sur ce truc de est-ce que ça te touche, est-ce que ça te touche pas? Exactement. Et si un film me touche, je suis ravi. Et si le film ne me touche pas, je l'oublie, en fait.
En fait, quand on dit c'est de la merde, c'est pour les gens qui le disent, c'est un raccourci pour dire ce film m'a pas touché en fait. C'est pas que, en fait, je disais ça tout à l'heure parce que tu disais j'ai des arguments pour dire et en fait, c'est des arguments que tu récupères en toi pour une fois que tu as essayé de comprendre pourquoi t'as pas été touché par un film quoi. Et pour moi, c'est ça le boulot d'un critique, c'est de comprendre son propre rapport au film qu'il voit et pas de donner un avis objectif sur bah ça c'est pas réussi et tout parce qu'il y aura toujours des gens qui vont être touchés par un truc que toi... Après, il y a beaucoup de gens qui veulent faire aussi leurs intéressants et il y a de la méchanceté gratuite. Moi, je pense que tu peux ne pas être touché par un film et ne pas pour autant te dire c'est de la merde. Par exemple, moi, je pense qu'il y a des grands films qui ne m'ont pas touché, mais malgré tout, j'ai conscience que c'est pas de la merde. Je sais que c'est un bon film, mais malheureusement, sur moi, ça n'a pas fonctionné. Par exemple, j'ai un film comme ça en tête, Inherent Vice. Je devine que c'est un bon film, mais je n'ai pas été touché par Inherent Vice, tu vois. Ouais, mais j'irai pas là jusqu'à dire c'est un bon merde. film pour toi, du coup. Non, en fait, il n'y a pas de bon, mais et justement, de en fait, film, j'ai conscience que c'est un film qui peut plaire aux gens. Au niveau de la mise en scène, il est très bien exécuté, ça joue bien. En fait, il y a plein d'indices qui te laissent penser que c'est un bon film. Oui, il y a le côté exécution, effectivement. Il n'y a pas de faux raccords encore, des faux raccords, ça peut être un truc qui touche les gens et qui sont... Genre la monteuse de Scorsese, elle met plein de faux raccords et c'est super. Et puis tu sais, moi, un de mes réalisateurs préférés, c'est Eric Rohmer. La majeure partie de ses films, tu vois des perches, tu vois parfois des, je crois que c'est dans, je sais plus quel film, je sais plus si c'est Le Rayon Vert ou pas, mais tu vois carrément des gens de l'équipe technique assis en train de fumer une clope, tu vois, genre, tu sais, c'est vraiment, ils s'en foutaient, quoi, ils faisaient tout en une prise, pratiquement. Ouais, il y a pas de truc objectif pour dire, c'est réussi ou pas réussi, en fait, au fond, à partir du moment où c'est de l'art et tout est permis parce que c'est la licence d'un artiste, C'est comme toi, je me souviens, j'avais eu un débat, c'était au début des années 2000, j'avais eu un débat avec un gars, et en gros, on se disait, est-ce que il y a un classement de valeurs dans la musique ? C'est un débat que je veux dire entre les genres musicaux. Ouais, voilà, c'est un débat que je trouve passionnant. Par exemple, le classique versus le rap. Par exemple, pas comme ça. Par exemple, je sais pas, mettons, est-ce que je sais pas, je vais prendre une chanson de la chanteuse Leslie ou des L5 ou alors Premier Gaou, Magic System et tout, et je vais vous parler de Beethoven ou de Mozart. Tu vois. Est-ce que on a le droit de dire, par exemple, cette chanson des L5 est mieux que cette composition de Beethoven? Bah, moi, je trouve que on a le droit de dire ça. Dans le sens où quand on dit c'est mieux, c'est évident qu'on donne pas un avis objectif. On dit c'est mieux. Oui, mais la personne est convaincue quand elle parle. Elle te dit, elle amène plus d'émotions, cette chanson. Alors, évidemment, elle parle de ses émotions à elle. Mais elle, dans le débat, elle te dit, en gros, pour moi, cette chanson, elle est au-dessus. En fait, c'est tout ce débat autour de ce qu'on ressent nous et ce qui est vraiment de la qualité ou non, quoi. De toute façon, on passe notre temps à noter des trucs sur Sens Critique, Letterboxd et tout, et on peut très bien mettre la 8 à la chanson de Leslie et 5 à une symphonie de Beethoven qu'on trouve chiante, et du coup, ça revient à dire c'est mieux, en fait. C'est marrant parce qu'il y a exactement ce débat dans À bout de course. Ah ouais? Un moment où, en fait, il va en cours de musique, et le prof, il passe, je crois que c'est une chanson de Madonna, ou un tube de pop, et il y a les étudiants commencent à danser. Et après, il passe Beethoven et il demande c'est quoi la différence entre les deux morceaux. Et donc, il y a des réponses d'étudiants. Il y a un étudiant qui dit le truc de pop, c'est nul et le truc de Beethoven, c'est un chef-d'œuvre. Et le prof, il dit oui, mais il y a des gens, même dans cette pièce, qui vont pas être d'accord avec toi. Et à la fin, River Phoenix dit la différence, et ça amène à la vraie réponse, il dit la différence, c'est on peut pas danser sur Beethoven. Et le prof explique pourquoi. C'est parce que le tempo est variable, en fait. Okay. Et donc, en fait, ça pose, d'un point de vue objectif et structurel sur le morceau, ça a des implications. C'est un mauvais morceau de discothèque. C'est pas bon pour danser parce qu'en fait, le rythme va changer. Donc, en fait, et effectivement, il y a ces aspects. Et moi, j'allais dire un truc sur les films et le rapport qu'on a aux films et les mauvais films ou les bons films. C'est que finalement, détester un film ou un film qui te met en colère, c'est quand même quelque chose. Enfin, et parfois, je préférais vraiment un film qui va m'énerver ou qui va me... Irréversible, par exemple. Ouais, potentiellement. J'ai un autre exemple de film que j'ai un peu... Enfin, qui me met en colère, que entre guillemets, je déteste, mais en même temps, je pense que c'est un grand film. C'est Funny Games de Michael Haneke. C'est un film qui me met en colère. En fait, je trouve que même ce qu'il fait avec le spectateur, je trouve ça scandaleux. Et en même temps, je pense que c'est aussi le propos du film. Il y a tout un discours sur le cinéma, notamment lui sur ce que fait le cinéma américain. Enfin, il y a une réflexion et tout ça. Et c'est un film qui m'intéresse beaucoup plus que aussi plein d'autres films
que j'ai vu mais dont j'ai pas gardé beaucoup de souvenirs ou moi j'avais adoré Funny Games. Pour moi c'est un grand film et je me souviens que j'avais aussi adoré parce que j'en tenais une interprétation personnelle. Je me souviens que j'avais vu beaucoup de métaphores et ça se trouve ces métaphores n'existent pas. Ça, parfois, tu sais, il y a des films comme ça en fait, ils trouvent des métaphores et ça se trouve le réalisateur va dire mais pas du tout, j'ai pas du tout pensé à ça quoi, tu vois. Mais il y a un truc il y a une sorte de poésie du mal dans Funny Games et un truc de tourner en rond qui est assez intéressant. Par exemple, il y a ce moment où en gros il pense s'en sortir, puis il y a une balle de golf qui revient. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles de ce moment-là. Avec la télécommande, quand ils utilisent la télécommande. Il y a un moment où en gros ils pensent que les gens ne sont plus là et d'un coup il y a une balle de golf qui traverse le sol et tout, tu vois. Et en fait la balle de golf, il y a toujours ce truc où tu sais tu la balances, mais quoi qu'il arrive, tu sais, elle reviendra parce que tu retrouveras toujours cette balle de golf. Il y a un truc aussi avec le NASCAR où en gros le NASCAR ça tourne en rond. Et c'est un peu la situation dans laquelle sont les personnages parce que en fait ils les font tourner en bruit, ils les font tourner en rond et il n'y a pas d'échappatoire à un NASCAR. Oui, en fait, et il y a même la toute fin du film où en fait ils vont, enfin tu comprends qu'ils vont refaire exactement la même chose ailleurs. Donc en fait c'est une boucle. Voilà, c'est une boucle. Et en fait ce truc de boucle avec la balle de golf, avec le NASCAR, etc. où tout tourne en rond sans échappatoire. Moi j'y ai vu une sorte de métaphore, etc. Et en fait ça colle bien avec le film. Et Funny Games, effectivement, j'ai ressenti pas cette colère, mais cette frustration de se retrouver bloqué comme les personnages du film sans échappatoire. Et comme tu as dit, je suis complètement d'accord avec toi. Parfois, si un film te met en colère ou te brusque, c'est que c'est réussi. Tu peux te positionner contre une approche théorique comme celle de Haneke et te dire, en fait, cette intention de réalisateur, je suis contre et ça m'énerve. Mais en fait, pour moi, c'est autre chose que juger le film. C'est autre chose que de juger l'émotion qu'un film te procure. Et en fait, Funny Games, c'est un cas un peu particulier parce qu'effectivement, c'est un film... Tu disais c'est intéressant comme film, mais est-ce que c'est intéressant au point de voir le film quoi? Est-ce que tu préférais pas lire un truc sur le film et sans avoir à te l'infliger? Non, en tout cas dans le cas d'Haneke, c'est clairement plus intéressant que de lire de la théorie dans un bouquin parce que justement il utilise toute la grammaire du cinéma. Enfin, il fait quelque chose qui ne pourrait pas être rendu aussi bien. C'est comme le saut à l'élastique, t'as envie de vivre la sensation pour savoir vraiment ce que c'est, quoi. Ouais, et puis il y a un travail plastique, de tout en fait qui est. C'est-à-dire que c'est un film que je n'aime pas et en même temps que j'ai vu plusieurs fois, que je n'aime pas dans le sens où je n'apprécie pas ce que je vis. Et je n'apprécie pas totalement ce qu'il dit non plus. Mais je peux pas nier le fait que c'est très fort, très intéressant. Et en fait, et c'est pour ça que pour moi, il y a une autre catégorie qui est plus difficile dans les films que j'aime pas. C'est des films, je me fais tellement chier que c'est une souffrance, quoi. Enfin, où dans la salle, j'en ai marre, je veux que ça se finisse, quoi. Alors, ça m'amène à une autre question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de quitter la salle de cinéma? Ouais. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Ah, une seule fois? C'est quoi le film? Une seule fois, et pourtant c'est un réalisateur que j'adore, mais je crois que c'était Noé d'Aronofsky. Ok. Ah non, ça m'est arrivé 2 fois. Noé d'Aronofsky, et la deuxième fois, et pourtant, alors là, je me sens un peu... c'est un peu paradoxal, parce que tous les gens disent « Ah, c'est un grand film !» Du coup, je me dis « Putain, merde, je suis con, quoi, si je suis parti au milieu, tu vois ?» Et je me souviens que j'étais parti au milieu de Claude Atlas. Ah ouais, j'aime bien, comme ça. Et je me souviens que j'étais là, genre... Je sais pas, je m'ennuyais ou je sais pas, j'étais là, genre, ça me touche pas. Bah franchement, je suis d'accord avec toi. Je l'ai vu en entier, mais j'en ai rien retenu et ça m'a vraiment saoulé du début à la fin. Ah ouais, non, et surtout, j'avais de grosses attentes parce que c'est les Wachowski et j'avais bien aimé ce qu'elles avaient fait avant. Donc j'ai enfin trouvé quelqu'un, je suis content. Mais j'ai été fort, je suis resté. Mais souvent, je reste jusqu'au bout de la séance parce que là, je suis accompagné quand je vais au ciné. Ah oui. Et c'est pas facile de se mettre d'accord même quand on a tous marre du film, de faire le mouvement tous ensemble de partir d'une salle, c'est rare. Je vous cache pas que j'avais envie de partir sur le dernier film de Coppola aussi quand même. Ah ouais, je comprends. Parce que c'est long. Aussi, moi. Toi, t'as aimé, toi? Moi, j'aime les trucs un peu bizarres. En fait, les trucs un peu... Pour moi, d'ailleurs, c'est 2 exemples qui sont l'inverse du cinéma de Villeneuve. Pour lui remettre un petit coup. C'est que c'est des films qui sont à rebours de l'esthétique du temps, quoi. En fait, c'est pas des films à la mode du tout, quoi. Et donc, il peut y avoir du mauvais goût, des trucs, c'est bizarre. Mais dans les 2 cas, et par contre, dans les 2 cas, c'est des films que j'ai plus appréciés à la deuxième vision. Okay. C'est-à-dire que ça m'a déboussolé. Mais en revoyant et c'est des films qui ont continué à m'accompagner en fait après la première projection ou avoir envie de retrouver ces personnages un peu bizarres, de mieux comprendre. Et ouais, c'est 2 films que j'associe un peu. Ouais. Claude Atlas a été plus célébré que Megalopolis. Il y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment aimé Megalopolis. Ouais. On se tire un papier? Allez. Ouais, c'est à qui? C'est à moi.
Escalier. Ça, moi, la première scène d'escalier, là, c'est instinctif. C'est History of Violence de Cronenberg. Une scène d'amour dans l'escalier. Une scène de sexe, et de sexe assez intense. Proche du viol. Alors, je l'ai revu il y a pas longtemps. Conjugal. Tu l'as vu récemment. C'est vrai qu'on pourrait penser au viol conjugal, mais en fait, j'ai pas le sentiment que ce s'en soit. Hein. C'est peut-être le truc, c'est qu'aussi ils ont des jeux sexuels entre eux, notamment elle se déguise en pom-pom girl. Non, mais en fait il y a ce truc où il y a une grosse engueulade. Lui il veut faire l'amour, effectivement il est brutal, mais en fait elle prend du plaisir finalement, et à la fin limite elle se venge parce que quand il vient de jouir et qu'il est complètement sans force, elle continue. Elle le vire comme ça. Ouais. Mais oui, ça pourrait ressembler à du viol. En fait c'est ambigu. Je pense que c'est volontairement ambigu. Ouais. Tu as cité le film, je vois tout de suite l'escalier. Pareil, j'aurais pas pensé tout de suite, mais je visualise très bien la scène. Ouais. J'ai Truman Show aussi. Ah oui, l'escalier de la fin. Bleu à la fin. Un très bel escalier, ouais. Alors, et juste, j'ai un truc sur History of Violence, c'est que History of Violence, il y a un objet du quotidien où quand je le vois, je pense immédiatement à History of Violence. C'est la cafetière. La cafetière. Ouais. La cafetière comme ça, j'en vois une, je pense à History of Violence. C'est vrai. C'est marrant parce que de tous les mots qu'on a tirés pour l'instant, l'escalier est celui qui me m'inspire le plus. Parce qu'il y a cette scène de jeu d'escalier dans le premier Retour à le futur, où en gros, quand il est dans le gymnase, il doit fuir les potes de Biff Tannen, et en fait, il passe par un escalier, puis il y a un jeu de caméra où il passe par l'escalier avant, puis après, il va sur le toit. D'ailleurs, je crois que c'est dans le 2 Retour à le futur 2, je crois d'ailleurs. Mais il y a un jeu qui se passe dans l'escalier entre les potes de Biff Tannen et McFly. C'est un escalier en colimaçon un peu, non? Un escalier de service ou... Oui, voilà, où tu sais, ça descend, mais en fait, tu peux sauter sur l'autre, puis remonter, puis comme ça, tu les sèmes et tout. Mais il y a des scènes d'escalier, il y en a beaucoup. En fait, c'est un grand motif. Sinon, Cuirassé Potemkin et les Incorruptibles. Voilà, j'avais parlé des Incorruptibles. Et la Cité de la Peur. Et la Cité de la Peur, le motif du landau qui dégringole. D'ailleurs, le Cuirassé Potemkin, si je dis pas bêtise, je crois que c'est le tout premier plan séquence de l'histoire, d'ailleurs. C'est un plan séquence travelling, pardon. C'est le premier travelling de l'histoire, il me semble. C'est possible. Ouais. Et je crois que c'est le tout premier travelling Potemkin. Mais c'est vrai que c'est pas celui auquel on pense tout de suite finalement, parce qu'on a dit escalier, on n'a pas eu cette scène d'escalier mythique de l'histoire du cinéma. J'ai pensé aux Incorruptibles là. Ah d'accord, ok. Et il y a cette scène des Incorruptibles a été parodiée par Leslie Nielsen et je crois que c'est. C'est dans Y a-t-il un flic ? Y a-t-il un flic, mais je sais plus lequel. Okay. Et il parodie cette scène des Incorruptibles. Mais qui est déjà une sorte de pastiche. Enfin, c'est fait de manière très très outrancière, comme souvent chez De Palma. C'est un hommage particulier, quoi, déjà. Il y a les escaliers dans Psychose aussi. Ouais. Il y a les escaliers, encore une fois, dans Dark Knight Rises, quand ils sortent du tribunal, là, Oui, là, les grandes marches. Ouais, les grandes marches. Ça, Ghostbusters commence sur des escaliers. C'est le muséum de New York et la caméra va sur les escaliers du muséum et on entre à l'intérieur de ce musée. Les escaliers au cinéma, c'est vraiment présent. Dans tous les films, en fait, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai que en parlant, là pas de travelling, mais de Steadicam, il y a les escaliers dans Rocky. Rocky, comment pas penser à Rocky? Les escaliers là, pour le coup, c'est vraiment les stars. Où il faut monter les escaliers. Ouais. J'ai aussi un motif, je pense qui est pareil chez De Palma, mais les sortes de cages d'escalier un peu en spirale. Il y a un escalier aussi dans Phantom Thread de Paul Thomas Anderson dans la maison. Moi, je pense à Shining aussi à la fin, quand Shelley Duvall monte les escaliers, et en fait, c'est à la Steadicam, et puis elle court d'une manière trop bizarre en plus. Il y a une scène d'escalier aussi que j'aime bien. Le colimaçon, ça marche bien aussi. Ouais. Une scène d'escalier justement dans mon roman préféré, qui est L'amour l'après-midi. Ah oui. Il y a cette séquence où il va chez... comment elle s'appelle Zazou, cette actrice. Il va chez Zazou, puis il monte les escaliers derrière elle, puis il est en pleine réflexion parce qu'il est sur le point de tromper sa femme. Ouais. Et donc, en fait, il la suit, et tu sais, il y a toujours ce petit moment où... J'aime bien cette scène parce que, vous savez, quand on sait qu'on va coucher avec une femme pour la première fois, et que ce sera chez elle, cette montée dans les escaliers, elle est toujours particulière. Elle est toujours singulière. Tu vois, c'est le moment où tu dis, ça y est, on monte chez elle et nous savons, elle comme moi, que nous allons faire l'amour dans quelques instants. Quoi, tu vois. Effectivement, l'escalier comme un sas sexuel, je pense que c'est présent au cinéma. Il y a des trucs, notamment dans des films où il va y avoir des personnages de prostituées à Paris. Enfin, il y a souvent ce truc. Ouais, c'est vrai. On peut prendre un autre papier ? Oui, bien sûr. C'est à qui ? C'est à moi ? C'est à toi. Le mot piano. Moi, la première image qui me vient en tête, c'est Van Gogh de Piala. Oui. Ce moment où il dessine la fille du docteur et elle est au piano pendant qu'il l'a peint. Waouh, c'est pointu ça. Je vois bien. En fait, il est dehors de l'autre côté. Exactement. De la fenêtre. Il est dehors, elle est à l'intérieur, puis le piano est juste à côté de la fenêtre. J'adore ce film. Alors moi, je pensais au Chien andalou de Buñuel. Oh. Parce qu'il y a une scène où c'est un film très surréaliste avec plein d'images qui se juxtaposent, trop bizarre.
Et il y a une scène où le héros, il tire 2 pianos avec une corde, et sur chaque piano, il y a un cheval mort. Et c'est un film coécrit avec Dali. Et donc, du coup, le piano, c'est un truc vraiment très dalinesque. Dalinesque. Et finalement, mes scènes préférées de piano dans l'histoire du cinéma, ce sont toutes les scènes de piano dans les films des Marx Brothers, parce qu'ils avaient tous une sorte de talent avec un instrument. Harpo, c'était la harpe, et Chico, c'était le piano. Et puis il avait une façon très singulière de faire du piano, parce qu'il terminait toujours avec ce move qui est le move du pistolet. Donc il faisait du piano vraiment de façon extraordinaire. Et à la fin, il terminait en disant tac, 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 comme s'il tenait un pistolet entre les mains. Ah ouais. Et toutes ces scènes de piano avec Chico sont incroyables dans les films des Marx Brothers. Donc moi, le piano, ça me fait avant tout penser à Chico Marx. Waouh. Intéressant. On a des rêves de tous les horizons. Dans Autre Horizon, il y a les pianos dans Viens chez moi, j'habite chez une copine. Ah ouais, il déménage des pianos. Ce qui est fou, c'est qu'on cite plein de films, mais on cite pas le pianiste et la leçon de piano, quoi. Alors que c'est vraiment les trucs de base. Et la pianiste aussi, on a parlé. Et la pianiste, ouais. Je l'ai revu avec mon fils. Enfin, je l'ai vu avec mon fils il y a pas longtemps parce que. La pianiste. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une bonne après-midi. En fait, je sens que mon fils a déjà cet attrait. Non, attends, il y en a aucun des 3 que tu peux voir avec ton fils. Ah non, pas du tout. Ah oui. Mais mon fils a déjà, je sens cet attrait pour l'image. Okay. Vraiment, il est. Tu vois, ses jouets préférés, c'est les livres, parce que, tu sais, ça amène à l'imagination, voir des images, machin et tout. Et en fait, je lui ai montré Oliver et compagnie, qui est un de mes films d'enfance préférés. Ouais. Et il y a cette scène où Roublard, le chien, dans une séquence, monte sur un piano, et le piano, il y a un déménagement, et donc le piano se met à léviter comme ça en l'air. Super. Ouais, je m'en souviens. Et il y a Roublard dessus, donc le piano me fait aussi penser à Oliver et compagnie. Alors moi, j'ai un souvenir dont je ne suis pas sûr. C'est sur un gag, et c'est dans Un poisson nommé Vanda, où il y a un piano qui tombe et qui écrase un chien. Et ça me dit rien. Un piano qui tombe, c'est sûr que c'est déjà arrivé plein de fois. Et donc, et il me semble, et que j'avais lu un truc sur justement dans les réflexions sur la comédie, ou dans les premières versions, il voulait faire le gag où le piano tombe et on voit le chien écrasé avec un peu des boyaux et du sang. Et en fait, ils se sont rendus compte que si on voyait les boyaux et le sang, c'était moins marrant. Et donc en fait, qu'il faut qu'il y a dans une sorte de dosage comique, faut faire attention à ce que tu montres, parce que ça peut tuer ton gag en fait. Donc il me semble, à vérifier, qu'il y a cette scène avec un piano qui tombe à un moment et qui écrase le petit. Ça m'étonne. Ce film-là, il est quand même plutôt réaliste, donc c'est. Oui, mais après t'es pas obligé de montrer. Non, mais genre, dans quelles circonstances il y aura un piano qui tombe sur un chien dans ce film-là? Bah, il me semble à ça. Un moment. Ah ouais. Attends, mais c'est un film terrible pour les animaux, parce qu'il y a aussi des poissons rouges qui sont bouffés. J'ai l'impression qu'il se fait bouffer. Ouais. Moi, je pense à un autre film. D'ailleurs, les frites dans le nez, ça me crispe à fond, quoi. En fait, parce que je sens vraiment les grains de sel qui doivent vraiment irriter l'intérieur du nez. En piano, je pense aussi à un autre film que j'aime beaucoup, qui est 37 le matin de Jacques Benex. De Jean-Jacques Benex. Jean-Jacques. J'ai un trou. De Jean-Jacques Benex, parce qu'il y a une séquence dans le film où ils reprennent une boutique de piano ayant appartenu aux parents du personnage incarné par Gérard Darmon à l'écran. Okay, ouais. Et ils jouent du piano comme ça au sous-sol dans la boutique parfois. Ouais, et d'ailleurs la BO intègre un peu ce truc où ils jouent un peu mal du piano, et alors, il y a dans le film de piano. Dans le film, ils reprennent le thème de la musique. Ouais. Bon, il y a du piano dans Un bout de course, parce qu'en fait, tout dans ce film. c'est un des enjeux, c'est que River Phoenix est hyper doué au piano, et d'ailleurs l'histoire d'Un bout de course, c'est River Phoenix, il est ado, il a 17 ans, il a un petit frère. Et en fait, avec sa famille, ils doivent déménager tous les 6 mois parce que ses parents sont recherchés. C'est des activistes, et en fait, ils ont fait exploser un truc de missile. Ils ont fait exploser un truc, je sais plus, un truc militaire. Et du coup, ils sont recherchés par le FBI à travers tout le pays. Et dès que le FBI s'approche d'eux, ils doivent changer de ville. Et River Phoenix, il a une sorte de faux clavier en bois avec lequel il s'entraîne à jouer du piano. En fait, il est très doué au piano, et c'est un moment, il va faire la rencontre de ce professeur de musique qui va repérer son talent et qui va l'engrainer à dire, en fait, faut que tu poursuives cette voie et que tu t'inscrives à Juilliard et tout, mais ça pose des problèmes avec la famille. Donc le piano est un vrai sujet. Tu parlais des Aristochats tout à l'heure, il y a une scène de piano dans les Aristochats. Ah oui, ça oui. Ouais. Quand Berlioz et Toulouse mettent de la peinture sur le piano, quand ils font leur gamme et leur arpège, c'est-à-dire la musique du film. Ouais. Le piano, j'ai l'impression qu'il y en a dans plein de films. Ouais. C'est l'instrument de cinéma. C'est beau, un piano. Enfin, il y a une magnifique scène de piano aussi dans Phantom of the Paradise de Brian De Palma.
avec juste le personnage au début qui joue ses morceaux. Un clavier, un synthé en tout. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a les pianos à queue, il y a les petits pianos, piano droit, un beau piano à queue. Ah, mais comment ne pas citer les Goonies? Il y a un piano fait avec des doigts de squelette. Ah, je me rappelle pas de ça. En fait, il y a une séquence où ils sont dans la cave. Dans la cave, et en fait, ils doivent jouer des morceaux. Mais s'ils jouent les mauvais accords qui sont présents derrière la carte au trésor, il y a une partie du sol qui s'effondre et ils peuvent tomber dans le gouffre. Et en gros, il faut jouer les bons morceaux sur des touches qui sont des doigts de squelette pour ouvrir une porte et poursuivre l'aventure. J'avais oublié ça. Et là, pour le coup, c'est important dans le film parce qu'il y a les notes de piano sur la carte, il y a le... Mais c'est une sorte d'orgue, en fait. Il y a un des personnages qui connaît mieux la musique. Enfin, c'est ça, ouais. Putain, j'ai jamais vu les Goonies. Ah ouais? Ouais, mais c'est peut-être trop tard. Je te le raconte. J'ai peur que ce soit trop tard, hélas. Mais ouais, ce que je me dis, c'est quand même super. Notamment, j'ai revu il y a pas si longtemps, et notamment la scène d'intro, elle est phénoménale, quoi, en termes de mise en scène. Et tous les personnages sont super attachants. Enfin, c'est... Même quand on n'a pas la nostalgie de ce film qu'on a vu 15 fois dans son enfance. C'est toujours difficile à dire, tu sais, parce que quand t'as grandi avec un film, c'est vraiment un des films que j'ai le plus vu dans ma vie. Je me dis, comment ça... Tu vois, par exemple, il y a des films là récemment que j'ai vus, qui étaient des films doudous pour des gens, mais ce sera jamais la même émotion que... Tu penses à quel film, par exemple? Je pense à... Moi, j'ai vu très tard Maman, j'ai raté l'avion, par exemple, et je pense que ça me fait pas la même chose que pour ceux qui ont grandi avec. Non, mais par exemple, récemment, j'ai vu... en plus, j'ai adoré le film, je trouvais ça super. J'ai vu le meilleur de Barry Levinson avec Robert Redford. Et en fait, c'était un film qu'un pote avait vu quand il était petit et qu'il adorait. Et il me disait, tu verras, c'est trop bien, c'est génial ce film. Et effectivement, c'est trop bien. C'est un film sportif, non? Ouais, c'est l'histoire d'un gars qui était prédestiné à être le meilleur joueur du baseball. Ah oui. Sauf qu'en fait, il se fait tirer dessus par une meuf qui était fan de lui. Et en fait, pendant des années, 15 ans, il décide de plus jouer. Et un jour, il se dit, quand même, ce serait trop bête de rater ma vie. J'étais prédestiné pour être le meilleur. Et il va revenir comme ça pour une dernière saison et prouver qu'il était le meilleur. C'est vraiment un super film de sport. Ok. Mais pas autant. Non, c'était bien, c'était vraiment super. Mais en fait, lui, il m'en parlait tellement avec, tu sais, avec amour, parce que c'est un film qui devait traîner en VHS chez lui quand il était petit. Et puis aussi, ça qui est intéressant avec le cinéma, je trouve, c'est que parfois, en fait, les films viennent à nous et on les choisit pas. Je me souviens que chez ma grand-mère, il y avait une cassette. Moi, tous les soirs à l'école, je rentrais chez ma grand-mère après parce que ma mère travaillait trop tard. Et il y avait quelques cassettes comme ça qui traînaient chez ma grand-mère. Et à une époque où il n'y a pas Internet, où l'ennui est présent à chaque coin de pièce, et ben les VHS, c'est un échappatoire fou, quoi. Et je me souviens qu'il y avait mon père ce héros, et ce film, je crois que je l'ai vu chaque soir en rentrant de l'école pendant peut-être 3 ans. Donc vous faites le calcul. Okay. Donc toutes les musiques de ce film, toutes les répliques de ce film, tous les passages de ce film, pour moi c'est un film d'enfance, un film culte. Alors que pour les gens, c'est un film qu'ils ont vu une fois dans leur vie. Puis voilà, quoi. Donc parfois les films, ils viennent à nous. C'est vrai. Et on les accueille comme ça parce qu'on n'a pas trop le choix, quoi. Et j'adore Mon Père ce héros. Je trouve que c'est un film hyper mélancolique, hyper beau, très drôle aussi. Donc voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans l'autre épisode, on parlait de Woody Allen. Moi, il y a des films avec Depardieu que j'adore. Et un film comme Mon Père ce héros, ça a été très important pour moi parce que aussi, ça me rappelle tous ces soirs où j'allais chez ma grand-mère en rentrant de l'école. Donc j'associe aussi ce film à ma grand-mère qui est plus là, au moment passé chez elle, je me revois dans sa chambre, sur son lit, en train de regarder le film et tout. Et puis un jour, on nous dit, faut plus regarder ce film, parce que le gars est cancel. C'est toujours un peu délicat, il y a toujours ce truc. Après, de toute façon, ça, c'est pas... Justement, les films, les œuvres, en fait, se détachent et deviennent des choses qui nous concernent, nous, quoi. Mais ça, c'est intéressant, je trouve. Allez, je pioche. Un autre papier. Non, t'allais dire un truc. Non, j'allais dire, c'est aussi que, en fait, c'est pareil, moi, avec La Chèvre, que j'ai vu 1 milliard de fois, c'est même plus Gérard Depardieu dans le film, c'est Campana, c'est le personnage et tout, et c'est devenu une abstraction presque. Je suis complètement d'accord avec ça. Alors j'ai Psy. Ah, intéressant. Moi, le premier film qui me vient en tête, c'est Good Will Hunting avec Robin Williams qui joue un psy. Très bon psy. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet qui est assez incroyable, pour le coup, que j'ai jamais racontée, que je vais vous raconter. Parce que sinon, ça tu l'as déjà raconté, mais tu possèdes sa chemise. Exactement. Je possède la chemise que porte Robin Williams dans le film au moment où il prend dans ses bras Matt Damon. C'est un truc que j'avais gagné aux enchères. Dans l'idée de... En fait, moi, je me souviens d'un jour, moi je suis né à Drancy dans le 93, et on allait pratiquement jamais à Paris, même jamais. Ma mère ne nous emmenait jamais à Paris. Et puis un soir, comme ça, il y a eu un miracle. Et elle nous a emmenés sur les Champs-Élysées, et je me souviens, on était allés au Planet Hollywood. Okay. Et tu sais, ce truc de passer le périphérique, aller de la banlieue à Paris, il y a les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, Planet Hollywood, ça me paraissait immense. Il y avait du monde partout, c'était blindé. C'était vraiment l'époque de l'hégémonie de Planet Hollywood. Il y avait des serveurs habillés, il y avait des trucs bariolés de couleurs, il y avait des props au mur. Ça me paraissait incroyable cet endroit. C'était vraiment fou, quoi. Et je me souviens que je m'étais dit, ce serait trop bien d'avoir ça chez soi, genre un truc qui a été
utilisé dans un film. Et plus tard, quand j'ai eu l'occasion de le faire, je me suis acheté cette chemise que porte Robin Williams, que j'ai encadrée bien comme il faut chez moi. Et donc, j'ai un peu de Planète Hollywood dans mon bureau, donc ça, c'est cool. Mais l'histoire, c'est que après le Covid, j'ai vu un psy pendant 4 ans. Ouais. Et la particularité de ce psy, c'est qu'il ressemblait pas mal à Robin Williams, physiquement. Et... Tu l'avais choisi comme ça ? Je l'avais pas choisi comme ça, mais il s'avère qu'il lui ressemblait. La vie l'a choisi pour Voilà. toi. Et donc, je me disais, c'est génial, parce que moi qui adore le cinéma, je suis dans un cliché de cinéma, mon psy ressemble au personnage de Robin Williams dans Will Hunting. Ouais. Et un jour, je lui en parle, et je lui dis, vous savez, c'est déroutant parce que physiquement, et je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais vous ressemblez à Robin Williams, et je ne sais pas si vous avez déjà vu Will Hunting, mais Robin Williams joue un psy dans Will Hunting. Ouais. Et là, il me dit, mais écoutez, c'est incroyable, parce que j'ai travaillé sur ce film. Quoi ? Et je lui dis, mais attendez, c'est fou. Et en gros, il me fait, oui, à l'époque, j'enseignais dans une université américaine, etc. Et en fait, j'avais été contacté par des gens qui travaillaient sur le film. Genre un consultant. Pour dire, voilà, là, on va travailler sur un personnage qui est un psy, et tu sais, il y a besoin de consultants pour savoir ce qu'il dirait dans certaines situations, pour aider les scénaristes, comment réagirait un psy face à cette situation. Et donc, il y avait 3 psys qui ont été choisis comme ça, qui ont donné leurs conseils sur le film, et il est au générique de fin. Et j'étais là, genre, waouh, c'est fou cette histoire. Donc c'est au stade de l'écriture, non, avec Ben Affleck. Et ça se trouve, ils se sont souvenus de ce gars et se sont dit qui peut jouer ce rôle, et ils sont venus prendre un mec qui ressemble. Ouais, peut-être. Ils ont pris Robin Williams. Mais je pense pas parce qu'il me l'aurait dit qu'il avait croisé Ben Affleck. Je pense que c'était vraiment des gens de l'équipe de prod qui travaillaient là, qui consultaient des psys, qui ont dit voilà, pas au niveau ce personnage. Ouais, voilà. Mais c'était quand même assez fou cette coïncidence. Alors, donc oui, je pense à ça pour le mot psy. Et alors moi, j'ai un truc avec Will Hunting, et je vais vous demander si vous avez des équivalents. C'est qu'il y a une scène, et potentiellement il y en a plusieurs, mais je pense à une en particulier dans Will Hunting qui peut me servir pour pleurer sur commande. C'est-à-dire que cette scène, comment ? La scène du banc ? Non, c'est la scène. Attends, juste, dans quel cas tu dois pleurer sur commande ? Parfois ça me fait du bien. Enfin moi, ok, c'est pas forcément utilitaire d'ailleurs, mais en tout cas, c'est pas pour attendrir quelqu'un. Je sais avec certitude, et ça se trouve, ça peut même le faire juste en racontant la scène. Mais en tout cas, je sais avec certitude que en re-regardant cette scène, quel que soit le contexte, je peux reprendre. Mais on a des scènes comme ça, c'est vrai. Et je vais vous demander vos scènes, si vous en avez des comme ça. Moi, j'en ai une. Et cette scène, c'est pas la scène du banc, c'est pendant une consultation, et c'est Robin Williams qui lui raconte une anecdote liée au baseball. Et en fait, il lui raconte que il a assisté au dernier match d'une finale, enfin un match hyper important dans l'histoire du baseball. Ça serait comme s'il avait vu la finale de la Ligue des Champions de son club, quoi. Il dit qu'il avait il dit tu connais ce match, enfin tu te souviens de ce match. Il y a un truc qui match bien avec Matt Damon, avec le personnage de Matt Damon, parce que il s'intéresse aussi au baseball et parfois ils ont du mal à avoir des centres d'intérêt en commun. Et donc Matt Damon commence à s'animer, il dit quoi, t'avais des billets pour ce match et tout. Et donc en fait il raconte tout ce qui s'est passé dans ce match avec des rebondissements. Enfin c'est un match légendaire. Il y a même dans le montage, il me semble, des micro-extraits du vrai match. Et donc on est emballé par ce truc, il dit putain, il a assisté à la finale de la Ligue des Champions, la finale de la Coupe du Monde où il s'est passé ça et machin. Il dit et à la fin t'as Matt Damon qui lui dit mais comment t'as réagi à ce moment-là et tout. Il dit je sais pas parce que j'étais pas au stade. Et il dit mais comment ça t'étais pas au stade? Il était avec sa femme. Il dit j'étais avec ma femme, c'était mon premier rendez-vous avec elle. Je suis pas allé. Et vraiment cette scène, enfin la manière dont il le raconte, là j'ai les larmes aux yeux. Ouais, c'est tellement bien amené, monté, joué, enfin tout, il y a un truc. Et donc voilà, ça c'est une scène dans un film où je la revois, ça me bouleverse et ça me donne les larmes aux yeux. Moi j'ai ça avec le premier Rocky de 76. Ouais. En fait, ce moment précis où il est une énième fois au sol, c'est bientôt la fin des 14 ou 15 rounds, je sais pas. Et en fait, il y a cette scène où il est encore au sol. Et là, on sent qu'il peut pas se relever parce qu'il est vraiment éreinté. Et en fait, on voit Mickey de loin, son entraîneur, qui lui dit « Reste au sol, reste au sol ». Et lui, en fait, il s'échine tristement à essayer de se relever comme ça. Et finalement, il se relève, là où tout le monde lui disait de rester au sol. Et il y a un plan sur Adrian, comme ça, qui se dit genre... tu sais, c'est quand même Enfin, tu sais, il y a tout ce truc de courage, de cette métaphore de la vie, si elle te met à genoux, tu sais, faut se relever en permanence, etc. et tout. Et en fait, il y a la musique de Bill Conti derrière, donc tu vois, ça rajoute. Et cette scène, tu sais, ce côté... cette abnégation-là, ce courage, ce truc de se dire tout le monde me prend pour un nulos, pour un loser, mais moi je vais leur prouver que je peux aller jusqu'au bout. Bah, tout ce truc de prendre sa vie en main par le courage et tout, je trouve ça
émotionnellement très très fort, quoi. Et à chaque fois, cette scène me fait pleurer. Quand les mecs lui disent reste au sol et que lui il se lève, ça me fait pleurer à chaque fois. Toi, t'as une scène? J'ai pas d'équivalent de ça, non. J'ai cherché, mais ça, en fait, ça doit exister, mais ça me vient pas comme ça. Ouais. Tu pleures facilement, ça t'arrive? Pleurer, c'est beaucoup dire, mais avoir les yeux qui piquent fort, ça arrive de plus en plus parce que je m'autorise de plus en plus aussi. Quand j'étais plus jeune, j'aimais pas pleurer au cinéma. Parce qu'on nous apprend à pas pleurer aussi, nous les garçons. Moi, je pleure à chaudes larmes. Moi, c'est marrant parce que moi, je pleure de moins en moins au cinéma, comme si la vie faisait son travail et laissait les bonnes cicatrices aux bons endroits. Il y a un peu ce truc de maintenant j'ai une carapace, les choses, je suis moins ému par les choses. Il y a un truc un peu bizarre. Moi, c'est l'inverse. Et je m'autorise à tel point que pour le podcast, j'ai raconté la soupe aux choux. Et en revoyant la soupe aux choux, j'ai failli pleurer devant la scène où Louis de Funès, en fait, il y a sa femme qui est revenue de l'au-delà, et en fait, elle est jeune et lui, il est vieux, et donc elle l'abandonne, et elle vient le voir en lui disant voilà, je m'en vais. Et en fait, lui, il accepte parce qu'en fait, il est vieux, elle est jeune. Et elle est belle en plus. Et en fait, la résilience qu'il a dans ce moment-là, où elle dit ouais, t'inquiète. Et puis il est super émouvant. En plus, c'est Louis de Funès, c'est l'un des derniers films de Louis de Funès, donc tu sens qu'il est fragilisé. Et donc cette scène, c'est pas lui le Glaude. Si, c'est le Glaude. Alors c'est le Glaude. C'est le Glaude et l'autre c'est qui? Comment il s'appelle Poiret? Carmet ou Poiret? Non, c'est Carmet. C'est Carmet. Le Glaude et le Bombay. Et c'est le Bombay, c'est ça. Ouais. Donc tu vois, je peux être ému par des trucs comme ça. Oui, la denrée. La denrée, ouais. Et effectivement, ça m'arrive de me souvenir de scènes a posteriori et de me remettre un peu dans l'émotion du moment, ouais. J'ai Mafia Blues pour les psys. Ah oui, c'est vrai, on revient aussi. Oui. On disait sur quelle scène de Mafia Blues tu pleures? Avec Billy Crystal. Ouais, Mafia Blues. Les psys au cinéma aussi, il y en a beaucoup dans les films de Woody Allen, en l'occurrence dans Annie Hall, où il encourage le personnage de Diane Keaton à aller voir un psy. Et il y a ce split screen où on voit Woody Allen chez le psy et Diane Keaton chez le psy. Et en gros, les deux scènes finalement collent entre elles parce que ils racontent leur problème en couple, mais ça colle avec ce qu'il a raconté. Et dans les films de Woody Allen, il y a beaucoup de scènes avec des psys. Ouais. Alors, tu parles de split screen, et dans Split, il y a cette psy qui reçoit James McAvoy. Ouais, on se souvient plus. Et d'ailleurs, Bruce Willis dans Sixième Sens, c'est un psy, non, à la base? Ouais, c'est un pédopsychiatre. Ouais. Et qui d'autre comme psy? On a fait pas mal, là. Après, il y a les genre, on vole un dessus, un nid de coucou, il y a les psychiatres. C'est vrai que quand on dit psy, on pense plus aux psy avec divan. Ouais. Dans une salle cosy. Je pense que dans plein de comédies, il y a des psys, parce que les gens qui se confient à leur psy, ça peut souvent donner lieu à des scènes marrantes, mais ils me reviennent pas comme ça. Ah bah si, moi j'en ai une scène marrante avec une psy, c'est dans Ce que veulent les femmes avec Mel Gibson. Ah oui. Il entend les voix des femmes, et il se dit, mais je dois être fou, et donc il va chez une psy. Et je crois que la psy est jouée par Bette Midler, si je dis pas de bêtises. Okay. Et donc il y a Bette Midler comme ça qui le reçoit, et il lui dit, voilà, j'entends les femmes, des voix des femmes. Donc elle, forcément, elle pense que c'est un truc à étudier en mode psy. Genre... Ouais. Et il dit, non, j'entends vraiment les voix des femmes. Dites-moi un chiffre dans votre tête. Et en fait, elle dit un chiffre pas possible. Et lui, il le dit. Puis là, il commence à paniquer. Et la scène est très drôle. Je me souviens pas de cette scène. Ouais. Je me souviens de certains trucs de... Le concept du film est super. Ouais. Après, c'est un super très bien. C'est bien, j'adore ce film. Et puis, tu sais, il y a un truc très... comédie romantique 2000, Starbucks Café, enfin je sais pas comment expliquer, il y a tu sais, ce efficace. Truc un peu... Ouais. En plus, ils bossent dans une agence de pub, ils font une pub pour Nike, non? Exactement, ils font une pub pour Nike. Je me souviens de ça. Ah ouais. Tu pioches un dernier papier? Ouais. On finit là-dessus. On finit là-dessus. Et ben faut qu'il soit... Ouais, faut bien le choisir. Ah bah, on pouvait pas mieux terminer. Cadavre. Ouais. Cadavre. Waouh. Okay. Alors moi, le premier cadavre qui me vient en tête, parce que pour moi, un cadavre, c'est aussi un corps qui est là depuis longtemps. Ouais. Parce qu'un mec, ouais, voilà, parce qu'en fait, tu sais, dans un film d'action, tu viens de tuer le type. Pour moi, c'est pas un cadavre, c'est un méchant qui vient de mourir, tu vois. Mais cadavre, je pense au pilote d'avion dans Seul au monde qui est récupéré, emmené qui est ramené par la marée à Tom Hanks, et il fait un enterrement à ce pilote d'avion. Ouais. Donc, qui est complètement en état de décomposition parce que durant 2-3 jours, la mer a fait son effet déjà. Et en 2-3 jours, on a la peau visqueuse, verte, grise et tout. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis assez féru des sites d'enchères de props de films. Mmh. Et le cadavre. Non mais le cadavre du pilote d'avion était à vendre. Ah ouais. Mais vraiment dégueulasse avec sa gueule.
Et en fait, il était, je sais pas, à $3,000, un truc comme ça. Wow, et c'était le cadavre avec la gueule en décomposition. Et je me suis dit, bon, j'adore le cinéma, mais où est-ce que tu le mets, en fait? C'est ça. Où mets-tu le cadavre de Solomon? Tu l'as sur ton canapé et tout. Ouais, tu vois, c'est trop bizarre. Incroyable. Alors moi, ce cadavre, ça me fait penser, et effectivement, j'ai la même analyse que toi, ça me fait penser à 2 cadavres qui sont un peu similaires, mais dans des films très différents. Dans Shortcuts de Robert Altman. Et donc, en fait, il y a un groupe de potes qui va à la pêche et ils retrouvent le cadavre d'une jeune femme. Et sinon, c'est aussi le sujet de Stand By Me, où les gamins retrouvent un cadavre. Cherchent un cadavre, ouais. Et ça me fait un cadavre. Ce que tu me dis, ça me fait penser aussi à une scène dans Boys in the Hood, où en gros, les gamins, quand ils se baladent au début, ils voient un cadavre, parce qu'il y a beaucoup de meurtres à Crenshaw, à Los Angeles, et ils voient un cadavre comme ça sur le sol, mais en mode c'est normal de trouver des caves de mecs de gang par terre et tout. Ouais. Ah, ça c'est... Et c'est marrant parce que tu vois, du coup, là, on parle que de corps, effectivement, un peu en état de décomposition. Et là, récemment, j'ai vu je crois que c'est le premier film de Coralie Farja que j'avais en Blu-ray, mais j'avais jamais vu. Revenge. Revenge. Et vous l'avez vu? Ouais, non. Moi, je l'ai rattrapé après. En fait, on en avait dit du mal à la sortie. Moi, j'ai beaucoup aimé The Substance. Et du coup, je l'ai rattrapé et j'ai été très agréablement surpris. J'ai été bien emballé par... Ouais, c'était bien. Il y a je sais pas si tu te rappelles, mais il y a une scène où elle tue quelqu'un dans une rivière ou dans un lac. Ouais. Et en fait, elle lui met le couteau dans l'œil. Et donc, il reste toute une nuit dans le lac. Et le lendemain, ses potes, les méchants, tombent sur le cadavre qui est remonté par les eaux comme ça. Et puis, il est encore en état de décomposition un peu. Moi, j'ai un cadavre qui est un personnage du film. Ah, c'est le truc avec Harry Potter. Avec Harry Potter, Swiss Army Man des Daniels, qui ont après fait Everything Everywhere, machin. Et le pitch, donc c'est sur une île déserte. Je me souviens plus très bien du pitch, mais un mec qui arrive sur une île déserte et il trouve un cadavre. Et en fait, ce cadavre devient plus ou moins son pote, en fait. Et je sais plus comment ça se goupille. C'est un cadavre pétomane. Oui, c'est un cadavre pétomane. Et donc, il fait des pecs qui le propulsent super loin. Et en fait, il se sert de lui pour faire une espèce de bateau à moteur. Donc, à un moment donné, il est sur l'eau avec ce cadavre qui pète et tout. Et c'est complètement fou. Après, le film, sur la longueur, enfin, moi, j'aime bien l'idée de départ, mais sur la longueur, c'est un peu déçu. Particulier. Le pitch donne envie, l'histoire d'un cadavre pétomane, et en fait, dans les faits, c'est un peu déçu. Ouais, un peu comme Everything Everywhere, qui m'avait un peu déçu. J'aimais bien l'idée de départ, et je trouve que ça part tellement dans tous les sens que je suis perdu au bout d'un moment. Est-ce que ça compte comme des cadavres, les fantômes dans Fantôme contre Fantôme? Pour moi, c'est des fantômes. Mais alors, du coup, mais c'est des fantômes avec des apparences de cadavres. Oui, c'est vrai. Oui. Ils sont un peu plus charmants. Ouais, ça peut compter, ouais. Parce que sinon, moi, j'allais dire, et alors j'ai vaguement l'image, sans avoir le film en particulier, mais des cadavres à la morgue, dans les tiroirs, quoi. Exact. Men in Black. Men in Black, ok. Ça, je m'en rappelle pas. Il y a une scène de morgue où, en gros, il y a un cadavre, et à l'intérieur, dans le crâne de ce cadavre, il y a ce petit extraterrestre là qui pilote tout. Tu sais. Ouais. Et là, il y en a plein, franchement, des scènes de cadavres là. Il n'y a plus qu'à se pencher et cueillir. Tous les films de mafia déjà, des cadavres dans les voitures. Ouais, exact. Des cadavres qu'on enterre. Oui, et dans tout. le coffre. Ouais. Ah si, il y a aussi ces scènes où une personne plonge tombe dans un puits ou tombe dans une sorte de lac un peu dégueulasse. Et en fait, elle se rend compte à l'intérieur quand elle est dans l'eau que, Poltergeist, typiquement, dans la piscine. Ouais. En fait, il y a des cadavres partout dans l'eau, que c'est dégueulasse. Il y a un film comme ça. Justement, je pense à des cadavres. Il y a un film que j'ai adoré, que j'ai vu sur le tas parce que je l'ai vu il y a 3-4 mois, un truc comme ça. C'est un film d'horreur qui s'appelle Wolf Creek, un film australien. Ah oui. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Ça me dit quelque chose. Qui est tiré d'une histoire vraie. Et en fait, c'est, vous savez, on parlait de désert justement, Wolf Creek, ça aurait pu être le désert aussi parce que c'est longues plaines désertes australiennes. Et en fait, c'est un gars qui fait exprès de couper les fils des moteurs des voitures. Et comme il y a personne et que les premières habitations sont à des kilomètres et des kilomètres, il va les voir plus tard dans la journée et puis il dit ouais, est-ce que vous voulez que je vous remorque? Et après il les emmène dans son trou à cadavres. Et là il y a des endroits où c'est rempli de squelettes, de cadavres, de trucs. Okay. Wolf Creek, très bon film d'horreur, mais qui met mal. Tiens, ça m'a un peu fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, les films qui te laissent un goût amer pendant 2-3 jours. J'ai un cadavre récent, c'est dans L'Agent secret, un film brésilien. Ouais. Okay. Où en fait c'est le sujet au tout début du film, et le personnage arrive dans une station-service et en fait il y a un cadavre qui est sous des cartons depuis plusieurs jours et parce qu'en fait il s'est fait abattre là mais la police n'est pas encore passée, enfin il y a tout un truc et il y a toute une discussion là-dessus dans le Brésil des années 70. Un cadavre de 2025 donc. Ouais. Moi j'ai la pure, je viens de penser à une scène de cadavre et c'est peut-être la plus belle scène de cadavre que j'ai vue dans ma vie.
Peut-être que je vais me tromper sur le titre du film, mais je crois que le titre du film, c'est Beautiful, c'est un film espagnol. C'est avec Javier Bardem. Inarritu, ouais. Je crois que c'est Beautiful le titre. Hein, si je dis pas Beautiful, c'est écrit avec un IU. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Beautiful. Et dans Beautiful, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est peut-être la plus belle scène de Cadavre. Le personnage de Javier Bardem a un père qui est mort lorsque ce père avait 22 ans. Ouais. Dans le film, le personnage de Javier Bardem a à peu près 35-40 ans. Et en fait, on doit... comment on appelle ça déjà quand on doit réouvrir un cercueil? C'est une exhumé. Voilà, exhumé. Il y a une exhumation. Et donc, pour la première fois, il va voir son père, parce que son père est mort quand il avait 1 ou 2 ans, je crois, un truc comme ça, donc il n'a jamais vu son père. Ouais. Et en fait, c'était une exhumation, et il avait été, non pas momifié, mais en fait, il y avait un truc de conservation pour que son père ne soit pas squelettique, quoi. D'accord. Et donc, il doit y avoir une exhumation pour un test ADN, pour savoir si c'est vraiment son père, ou un truc comme ça. Et donc, il y a ce moment où le cercueil est ouvert, et lui, il voit son père pour la première fois. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, il est très bien conservé. Donc, on voit que c'est un cadavre, mais il est très bien conservé. Et en fait, il voit son père pour la première fois, mais son père qui a 22 ans, qui est jeune, là où lui, il en a 40. Okay. Wow. Et c'est extrêmement étrange de voir son père pour la première fois, un gamin de 20 ans. C'est ton père, ce gamin de 20 ans, alors que toi, t'en as déjà le double, t'as 40, quoi. Ouais. Et donc, tout se brouille et tout devient génial. un peu bizarre. Où tu dis, attends, c'est mon père, ce gamin et tout. Et tu rencontres ton père pour la première fois alors que c'est un gamin et toi t'es plus âgé que lui, donc c'est comme dans Retour vers le futur. Oui, c'est comme dans Retour vers le futur, tu vois, c'est un peu bizarre. Et donc c'est une scène de cadavre qui m'a beaucoup marqué. C'est le seul truc dont je me souviens de ce film d'ailleurs. Et alors j'ai vu ce film et je n'ai aucun souvenir de ce film. C'est drôle. Je l'ai vu à Cannes à l'époque. Moi ça m'avait vraiment marqué cette scène pour le coup. Mais peut-être qu'il faudrait que je le revoie parce que j'avais des a priori négatifs sur Inarritu. J'ai notamment pas aimé Babel. Ok. Et il y a plusieurs trucs que j'aime. Après, c'est lui qui a fait The Revenant aussi. Ouais. Ça, j'ai plutôt bien aimé. Ouais. Et du coup, vraiment, ça fait partie des films que j'ai vu sur lesquels j'ai aucun souvenir. Malheureusement. On termine là-dessus. On termine sur les cadavres. Sur ces magnifiques cadavres. C'était trop cool. Je propose un truc, parce que le plaisir est tel. Ouais. Un petit dernier. On s'attarde pas dessus. Mais on dit juste un film sans argument. D'accord. Allez. Pas d'argument, on termine là-dessus. Pioche, c'est toi l'invité. Je pense que c'est une bonne façon de terminer l'épisode. Très bien. On donne pas d'argument, on cite juste un film et on décrit même pas la scène. Et on dit au revoir après Oiseau sans le film Hitchcock. Bernie. Moi, je vais dire Bird People de Pascal Ferrand. Ouais. Ah putain, moi je suis en galère sur l'oiseau. Attendez, il faut que je réfléchisse. Visualise un oiseau. Et oui, il y a un film. C'est dingue. Bon allez, je vais dire, et je vais terminer là-dessus parce que j'adore ce film. Salut l'ami, Adieu le trésor de Sergio Corbucci où on voit un perroquet. Ça compte comme un oiseau? C'est un oiseau. Ah bah oui. Et ben voilà, un très bel oiseau. Vous avez déjà vu Salut l'ami, Adieu le trésor? Non, mais j'adore ce film. On va le voir du coup. C'est avec Terence Hill et Bud Spencer. Magnifique. J'adore les perroquets. Ça tombe bien. Et ben c'était super. C'était trop cool, on était ravis de t'avoir. Franchement, le concept a vraiment bien fonctionné. Ah, c'est cool. On a parlé de plein de trucs. On va pouvoir refaire ça, peut-être avec d'autres invités, dans d'autres conditions. Merci beaucoup à toi, JB, d'être venu. C'était bien. Merci, Hugo. Avec plaisir. D'exister. On refait ça. Merci. On refait ça quand tu veux. Et puis, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles et des commentaires partout où vous pouvez. Merci aux tipeurs qui nous soutiennent sur tipeee.com/Calmos. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Calmos, le podcast. Au revoir. Bye bye. Salut.